Alors Gilles est professeur à Paris 1 et on est heureux d'accueillir un professeur de Paris 1 dans ce cycle œcuménique qui accueille généralement des professeurs invités étrangers, mais qui est aussi l'occasion de valoriser tout le travail des UFR qui sont associés à cette chaire, qui le sont à travers l'Institut sur la paix et la guerre, les instituts d'histoire, les instituts de sciences politiques, les instituts de géographie et les instituts des UFR de droit. Gilles est chercheur en sciences politiques, spécialiste de l'Afghanistan, de la Turquie contemporaine, docteur en sociologie politique à l'EHESS. Il est aussi chercheur associé aux séries et son dernier ouvrage, Identité et politique, paru aux presses de Sciences Po, est sous-titré de la différenciation culturelle au conflit. Et donc, selon le principe, il va intervenir devant vous à sa guise, entre 45 minutes et 1 heure, et puis ensuite on le soumet au débat, à la discussion, avec deux intervenants que l'on remercie beaucoup de leur présence. Jean-Pierre Filiou, qui est professeur des universités à Sciences Po depuis 2006, qui est aussi chercheur aux séries, qui a eu une longue carrière à la fois d'universitaire et on peut dire aussi de haut fonctionnaire. Moi, je l'ai croisé dans des cabinets ministériels à plusieurs reprises. Jean-Pierre, j'ai eu cette chance de travailler à côté de toi et de profiter de tes interventions et de tes analyses dans le domaine international. Et puis tu as été aussi en ambassade en Syrie, en Tunisie, en Jordanie. Tu as parmi de très nombreux ouvrages consacrés au monde arabe, consacrés à la problématique des révolutions arabes pour les plus récentes, consacrés à la Palestine. Et je voudrais citer le dernier de tes ouvrages, Je vous écris d'Alep, après un ouvrage qui avait été publié par Fayard, Le Nouveau Moyen-Orient, les peuples à l'heure de la révolution syrienne. On connaît, parce que tu interviens aussi quelquefois dans les journaux ou à la télévision, tes positions sur l'évolution de ce conflit. Gilles aussi intervient très souvent. Il a dans ces domaines aussi une expérience de terrain. C'est ce qui aussi vous rapproche, c'est que l'un et l'autre vous croisez à la fois les approches universitaires, théoriques, mobilisant les matériaux et les concepts de vos disciplines, mais avec une connaissance du terrain, des sociétés et de ces sociétés qui sont en conflit. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Osham Lavod, qui est anthropologue au CNRS, il est responsable de l'antenne de l'Institut français du Proche-Orient en Irak, qui lui aussi par ses travaux traduits dans plusieurs langues, est un très bon expert des questions anthropologiques et dans les régions kurdes, en Irak, en Arabie Saoudite. Il a mené de très nombreuses études dans ces pays. Un de ses derniers ouvrages, Tribu et pouvoir en terre d'islam, est paru aux éditions Armand Collin en 2014. Je vous remercie donc tous les trois d'intervenir dans le cycle de cette chaire. Je vais passer la parole à Gilles, et puis ensuite, selon le principe, le débat avec Jean-Pierre et avec Osham, et puis les questions de la salle pour finir. Gilles, tu veux parler au pupitre? C'est peut-être plus simple. Oui, je vais me mettre au pupitre, oui. Bonsoir. Avant toute chose, je voudrais remercier Louis Gauthier de m'avoir invité pour cette conférence. Remercier aussi Jean-Pierre et Osham, que j'ai l'occasion de croiser assez souvent par ailleurs.
Et j'espère qu'on pourra, sinon ce soir, véritablement éclairer totalement les aspects de crise qui sont extrêmement complexes, du moins peut-être poser quelques bases pour une réflexion. Alors, avant toute chose, les réflexions que je vais présenter sont issues de travaux de terrain sur l'Afghanistan, qui est mon premier sujet, donc depuis la fin des années 80. Je vais régulièrement et à partir de là, j'ai développé mes travaux d'abord sur la Turquie, en fait plus exactement sur le Kurdistan de Turquie, et plus récemment sur la Syrie, la guerre civile en Syrie, et beaucoup plus ponctuellement un travail sur les réfugiés sunnites venant des zones de l'État islamique passés dans les régions kurdes d'Irak. Donc ça, c'était je suis rentré il y a quelques semaines. Et disant ça, premièrement, je voudrais souligner le fait que ce travail s'est fait collectivement, notamment avec Arthur Kenney et Adam Bashko, qui sont tous les deux thésards à l'École des hautes études respectivement et à Paris 1. Et je voudrais souligner aussi que le fait de faire du terrain ne permet pas de tout voir, loin de là, ça donne des expériences souvent assez parcellaires, assez locales, et que faire du terrain ne permettait pas de prévoir, en tout cas pas forcément de prévoir, je sais pas, l'émergence des talibans en 1994, le printemps syrien en 2011, ou beaucoup plus récemment la prise de Mossoul qui a pris, je crois, à peu près tout le monde à contre-pied. Donc à la fois le terrain est certainement nécessaire, à la fois ça ne donne pas une autorité infinie, loin de là, et donc tout ce que je vais vous proposer, c'est plutôt à prendre comme une série d'hypothèses. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est aborder une question qui est celle des mobilisations identitaires dans 3 pays. Donc c'est un essai de comparaison. 3 pays, Afghanistan, Syrie et Irak, sachant que j'ai des connaissances variables sur ces 3 pays. Mais l'idée, c'était de développer un modèle relativement général et de voir à partir de là qu'est-ce qu'on peut repérer comme dynamique totalement globale qui pourrait permettre d'expliquer cette montée de l'identité dans les mobilisations et plus particulièrement dans les situations de guerre civile, puisque ces 3 pays sont dans une situation de guerre civile. On aurait pu rajouter le Yémen, mais ça pose des problèmes assez différents en fait. C'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre ni le Yémen ni la Libye. Alors, quand je parle de guerre civile, ici, je parle d'une situation qui est caractérisée par le retrait ou l'effondrement de l'État. En d'autres termes, la guerre civile, c'est le moment où on constate la fin des monopoles. Alors les monopoles auxquels tout le monde pense, c'est-à-dire les monopoles sur la force armée, mais aussi des choses plus subtiles, des formes de capitaux qui sont garanties implicitement par l'État, et notamment pour ce qui nous intéresse, nous, il s'agit de la hiérarchie ethnique. Tous les pays dont on parle sont des pays multicommunautaires où vous avez une hiérarchie ethnique qui fonctionne, alors dans les discours, ça peut être de l'anthropologie populaire, ce que les gens pensent plus ou moins spontanément des autres groupes, mais aussi beaucoup plus concrètement, le rapport à l'État définit un accès différencié à l'administration, enfin au fait de devenir fonctionnaire, aux ressources étatiques, ça peut être la terre, ça peut être la circulation, ça peut être énormément de choses, accès aux services de sécurité, etc. Donc en fait, quand vous avez retrait de l'État, vous avez entre autres choses un effondrement des hiérarchies identitaires qui jusque-là étaient considérées comme normales. Normales en tout cas, qui étaient routinisées, acceptées, peut-être ressenties très profondément, mais en tout cas qui fonctionnaient comme ça. Et c'est donc dans ces situations-là qu'on va développer notre analyse. Et ces 3 pays représentent, à des degrés divers, sous des modalités différentes, des cas où vous n'avez plus de contrat social qui donne une place aux communautés. Et c'est donc cette phase particulière de réinvention du social, la réinvention dans la violence, qu'on va essayer de comprendre. Alors, on va d'abord commencer par essayer de voir comment se créent les phénomènes de communautarisation
puisque ici je parle de communautarisation, il ne s'agit pas nécessairement d'ethnicisation, ça peut être aussi des clivages religieux. Alors il faudrait parler de sectarianisme au sens des anglo-saxons. En français, il n'y a pas de terme très clair. Mais ce qui est important, c'est que l'ethnique et le religieux fonctionnent assez largement de la même façon. Pour vous donner un exemple concret, en Irak aujourd'hui, quand on parle de sunnites, de fait, on parle d'arabes sunnites. Dans la conversation, vous demandez, etc. Sunnite, ça veut dire arabe sunnite, alors que les Kurdes aussi sont sunnites. Mais les Kurdes, c'est les Kurdes. Donc c'est des Kurdes, des Arabes, des sunnites et des chiites. Voilà, c'est une espèce de tripartition comme ça qui suppose quoi ? Qui suppose en fait que vous avez une simplification de la complexité des identités et vous avez des identités qui sont définies à partir de saillances, souvent par des oppositions. Je suis sunnite essentiellement par rapport à des chiites, je suis arabe par rapport à des Kurdes, etc. Et donc c'est ce jeu qu'on va essayer de comprendre d'abord dans un premier temps comme étant le produit de stratégies étatiques. Puisqu'un des éléments centraux, il me semble, qu'on peut voir dans toutes ces guerres civiles, c'est que le passage aux affrontements communautaires n'est pas quelque chose du tout qui se fait par le bas, c'est même extrêmement rare, mais c'est quelque chose qui est le produit de stratégies étatiques ou de stratégies de mouvements politiques. Alors, on va commencer par le cas probablement le plus évident, qui est un cas assez récent, c'est la Syrie de Bachar el-Assad et la réaction du régime syrien par rapport aux protestations qui se développent à partir de mars 2011. Et la réaction de Bachar el-Assad, c'est une réaction typique de ce type de régime, c'est tenter de communautariser. Alors comment est-ce qu'on communautarise ? On fait d'abord un choix dans la répression, c'est-à-dire qu'on ne va pas réprimer ou beaucoup moins réprimer les Kurdes. On va faire attention de focaliser l'essentiel de la répression et du discours politique sur les sunnites, sur les arabes sunnites. On va dire attention, ces protestations, c'est communautaire, c'est arabe, et ça a un effet de réalité. Deuxièmement, on va radicaliser en libérant les cadres islamistes, les militants islamistes les plus durs, pour être sûr qu'ils vont former des mouvements politiques et que donc ils vont radicaliser et communautariser l'insurrection. C'est ce que le régime de Bachar fait très vite. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit apparaître des groupes radicaux comme le Jabhat al-Nusra, qui est un peu décalé, probablement moins violent, des groupes comme Al-Racham. Tous ces gens-là sortent directement des prisons de Bachar. Il ne s'agit pas, en passant d'une libération générale des prisonniers politiques, etc., qui s'effectue, non, puisqu'en même temps, tous les modérés, tous les non-violents sont systématiquement liquidés physiquement, dans la même logique de radicalisation. Et ce qu'on voit ici, c'est que les protestations, à partir du moment où elles deviennent incontrôlables, sont pour Bachar el-Assad le moment de refondation du système politique autour d'une stratégie clairement communautaire, alliance des minoritaires, notamment des Alaouites, des chrétiens, des Druzes, contre la majorité sunnite. Même si d'ailleurs les proportions, démographiquement, les proportions vont rester à peu près stables parce que l'exil a touché à peu près tous les groupes. Deuxième exemple de communautarisation, c'est l'Irak. Alors il y a plusieurs moments. Il y a un moment qui est, je pense, assez idéal typique, c'est décembre 2011, vous avez le retrait des forces américaines, après quelques années d'un combat particulièrement brutal, où les Américains, peu à peu, avaient fini par mettre au point une stratégie de contre-insurrection qui, grosso modo, avait fonctionné. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement d'Al-Maliki avait en un sens une possibilité, une fenêtre d'opportunité pour recréer un système politique en négociant. Alors, négocier avec les Kurdes, c'était d'abord négocier sur le pétrole, bien sûr. Négocier avec les organisations arabes sunnites, c'était négocier leur réintégration
dans le système politique, ça voulait dire probablement donner des postes, etc. Il y avait tout un marchandage politique à faire, mais la stratégie du gouvernement irakien, et notamment de Maliki, ça a été au contraire la marginalisation systématique des sunnites. Or, les populations sunnites, c'est des populations qui ont plus souffert que les autres pendant les années de guerre et qui donc avaient un taux de chômage notamment supérieur, etc. Et dans ce contexte, le régime de Bagdad décide fondamentalement de supprimer à la fois les milices sunnites qui avaient fait l'essentiel du travail contre Al-Qaïda, mais aussi les relais politiques à Bagdad. Et donc on a une population qui, face à des problèmes socio-économiques importants, qui dans un premier temps ne cherche pas particulièrement à jouer l'insurrection, parce qu'ils ont vu les résultats avec Al-Qaïda, mais c'est une population qui, dans ses mobilisations, va se heurter à une fin de non-recevoir systématique du gouvernement de Maliki. Alors ça passe par des choses qui sont connues. En avril 2013, vous avez un sitting à Ouidja qui entraîne l'intervention de l'armée irakienne, ça fait des dizaines de morts. Et début 2014, les tensions se développent. Falloujah et une partie de Ramadi tombent aux mains des insurgés, qui ne sont pas à ce moment-là clairement des gens liés à l'État islamique, c'est beaucoup plus compliqué. Et la réaction du régime, c'est, d'ailleurs sur le modèle, il n'y a pas de miracle, c'est sur le modèle syrien, c'est de bombarder la ville à coups de barils de TNT pour faire évacuer la population. Donc on a essentiellement une stratégie qui va pousser, parce que ce sont des populations qui n'ont plus de relais politique, qui va pousser les sunnites à des formes de révolte, des formes d'exit. Après, ça dépend un peu des situations. Donc, vous avez cette marginalisation de communautés politiques, ces stratégies au sein de l'État, au sommet de l'État, qui expliquent en partie la centralité de l'identitaire. Vous avez un deuxième élément, plus technique en un sens, mais en fait qui s'est souvent révélé central, c'est le phénomène milicien. Alors le phénomène milicien, ici, il y a plusieurs choses. Il s'agit parfois de milices très locales, il s'agit parfois de milices extrêmement importantes au niveau national, tout dépend des contextes, mais globalement, ce qu'on voit, c'est une tendance en Syrie, en Irak, et beaucoup moins en Afghanistan dans les années actuelles, mais ça s'est vu autrefois, donc j'en parlerai aussi. L'idée que les forces de l'armée nationale, les forces de sécurité, laissent la place, de fait, à des groupes miliciens. Alors, dans le cas de la Syrie, ici je ne parle pas des forces étrangères, je parle que des Syriens, vous avez une stratégie qui est de former des milices dans les communautés. Alors, les communautés chrétiennes, druzes, alaouites. Vous avez donc la volonté du régime d'instaurer un système milicien qui est en théorie intégré au sein des forces de sécurité. En pratique, beaucoup moins. Il semblerait que, en fait, l'accord implicite, c'est qu'un groupe minoritaire qui installe sa milice a, de fait, la mainmise sur l'économie au noir, et ça permet de créer des économies parallèles, ça permet d'avoir pas mal de profits. Donc, le fonctionnement milicien est une façon de communautariser. Vous avez, dans le cas des Druzes notamment, qui représentent géographiquement un verrou, quelque chose d'extrêmement important, vous avez une stratégie délibérée de la part du régime syrien d'utiliser tous les incidents pour augmenter les tensions entre Druzes et sunnites, de manière assez habile, ce qui fait que les tentatives d'accord, de cesser le feu, etc., n'ont jamais fonctionné. En Irak, ce qu'on a vu depuis toute l'année 2014, c'est que face à l'extraordinaire poussée de l'État islamique, on avait une armée irakienne qui était en état de déliquescence. Les témoignages qu'on peut avoir d'officiers de l'armée montraient bien qu'il y avait une confiscation du pouvoir très claire au profit des chiites et une marginalisation des sunnites. Or, historiquement, les officiers sont plutôt sunnites. Donc, une armée nationale qui s'est effondrée, et au contraire,
à partir de la prise de Mossoul, vous avez le pari de plus en plus clair du gouvernement de Bagdad, qui n'a peut-être pas le choix d'ailleurs, ou c'est peut-être un choix imposé par l'Iran, de faire confiance à des milices, et c'est bien les milices chiites qui ont repris du terrain face à l'État islamique dans différents endroits ces derniers mois, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, vous avez là aussi une milicianisation qui fait écho au fait que du côté kurde, vous avez des groupes armés, on ne pourrait même pas parler d'une armée kurde, il s'agit de groupes beaucoup plus éclatés, divisés, mais là aussi vous avez une forme de milicianisation du pouvoir militaire. Dans le cas de l'Afghanistan, on a l'exemple des années 90, fin des années 80, plutôt début des années 90, quand le général, mettez général entre guillemets, puisqu'il s'agit en fait plutôt d'un petit chef milicien au départ, qui est lié au service secret soviétique, un petit chef milicien qui s'appelle Dostum, arrive à créer une milice d'importance nationale, et cette milice se transforme en parti politique, et un parti politique qui va avoir un des premiers discours cohérents ethniques, ethno-national en Afghanistan. Donc là aussi, c'est bien la localisation d'un pouvoir militaire qui contrôle des populations spécifiques relativement homogènes qui permet le passage à un discours ethnique. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec les milices qui fonctionnent notamment dans le nord de l'Afghanistan, c'est un peu le même processus, c'est-à-dire que dans différents endroits, vous avez la formation de milices qui soit correspond à un village rarement, mais un groupe de villages ethniquement homogènes, soit plusieurs milices qui vont s'affronter pour le contrôle d'un territoire. Donc, toute la logique d'ethnicisation qu'on voit dans certaines régions d'Afghanistan aujourd'hui passe par la formation de milices. Et c'est quelque chose, puisque Dostum est toujours dans le jeu, 25 ans après, Dostum est en train de ressusciter son système milicien. Alors, est-ce qu'il y arrivera pas, c'est plus compliqué, mais en tout cas, c'est l'idée. Alors, vous voyez donc que les processus de communautarisation, c'est très nettement lié à des stratégies étatiques, c'est aussi lié à des logiques qui sont exogènes, c'est-à-dire des logiques qui sont importées, disons. Exogènes à la société considérée, des logiques importées. Alors, évidemment, on pense à la Syrie, quand on regarde la façon dont c'est communautariser le conflit syrien, on s'aperçoit qu'il y a eu deux éléments clés. Le premier élément, c'est le PKK. Alors, PYD, c'est la branche locale du PKK, donc PYD. Donc, premier mouvement qui va communautariser le conflit syrien, en revendiquant le contrôle des zones kurdes, ou de certaines zones kurdes. Donc, premier élément, et le PKK est un mouvement transnational qui n'a pas d'objectif strictement syrien, qui a des objectifs transnationaux, dont l'objectif ultime, c'est la constitution d'un Kurdistan indépendant qui regrouperait à la fois la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Donc, vous voyez que c'est un projet, un agenda à très long terme. Et puis, deuxième élément qui va communautariser le conflit syrien, c'est l'introduction d'un premier groupe qui s'appelle le Jabhat al-Nusra. Donc, vous connaissez la façon dont le Jabhat al-Nusra s'est initialement formé. Le Jabhat était au début 2012, quand officiellement sa formation a été annoncée sur le net, était le représentant en Syrie d'Al-Qaïda et plus précisément de l'État islamique en Irak, de al-Baghdadi, qui à l'époque se réclamait d'Al-Qaïda. Même si aujourd'hui ils disent qu'ils ne s'en réclamaient pas à l'époque. Donc c'est un peu compliqué. Mais grosso modo, c'était une branche locale d'Al-Qaïda. Et le Jabhat al-Nusra, c'est peu d'hommes, c'est très largement extérieur à la société syrienne. C'est pas du tout l'esprit des manifestations qui commencent en mars 2011. Les gens sont un peu des extraterrestres dans leur façon de fonctionner. C'est des gens qui ne cherchent pas d'ailleurs un contrôle territorial à ce moment-là. Et c'est à partir d'avril 2013, quand le Jabhat al-Nusra scissionne et une partie du Jabhat rejoint l'État islamique, donc le mouvement que nous combattons en ce moment. À ce moment-là, vous avez véritablement un éclatement
de l'insurrection syrienne. Donc vous voyez que à la fois la poussée du PKK et la poussée des groupes islamistes radicaux ont eu pour effet de désintégrer ce qui était initialement un front extrêmement mal organisé, souvent sympathique, extrêmement mal organisé, de gens qui se battaient sans agenda politique très très clair, mais qui se battaient essentiellement pour renverser Bachar el-Assad. Donc vous voyez que là, c'est essentiellement quelque chose d'exogène. Deuxième élément, alors évidemment, c'est cet élément exogène se retrouve aussi, mais d'une manière un peu différente, on va en parler tout à l'heure, dans le cas de l'Irak et de l'Afghanistan. Mais là, il faut passer par, non pas par des mouvements, mais par les invasions américaines, respectivement de l'Afghanistan et de l'Irak. Donc, deuxième élément après ces mouvements transnationaux, c'est la compétition régionale. Alors, c'est une compétition régionale qui oppose en principe deux alliances ou deux coalitions, pas toujours très très clairement définies d'ailleurs, autour de l'Arabie saoudite et de l'Iran, mais le premier élément à souligner, c'est que ces coalitions ont mis des décennies avant de se définir en fait. Quand vous regardez, y compris la guerre du Liban dans les années entre 75 et 80, dans la phase vraiment violente du conflit libanais, vous avez des alliances, des renversements d'alliances permanents. Donc on ne peut pas dire à ce moment-là que la logique soit essentiellement une logique sunnite-chiite ou Arabie saoudite-Iran. À l'époque, ça n'aurait pas fait sens pour les acteurs. Vous avez une compétition qui s'est progressivement durcie, et je dirais que le moment maximal d'alignement des acteurs, ça a été les printemps arabes, plus exactement l'échec des printemps arabes. Échec des printemps arabes, par exemple, au Bahreïn, parce que la majorité est chiite, donc il y avait une réaction très policière directe de l'Arabie saoudite. Printemps arabe dans sa version syrienne, où on voit que le régime de Bachar, qui avait plutôt de bonnes relations avec la Turquie sunnite, par exemple, avec le Qatar, etc., s'est progressivement intégré de façon totale, au point d'en dépendre pour sa survie immédiate, avec le Hezbollah, l'Iran et aussi le régime de Bagdad. Donc, vous voyez que ces alliances, c'est des alliances qui sont fondées sur un contexte stratégique particulier, c'est des alliances qui sont extrêmement friables, peut amener à des renversements, des retournements. Aujourd'hui, on a une quasi-collaboration, par exemple, de l'Arabie saoudite et de l'Iran contre l'État islamique. Alors, ce n'est pas tout à fait dit comme ça, mais de fait, on est dans un moment un peu spécifique où tout le monde s'est aligné contre l'État islamique pour d'excellentes raisons. Et donc, ces alliances sont d'abord stratégiques. Deuxième élément, ces alliances amènent à une redéfinition des identités au sens où les Alaouites n'étaient pas clairement considérés comme chiites. Si vous demandez à des chiites un peu orthodoxes, enfin duodécimains un peu orthodoxes, le fait que les Alaouites appartiennent à la religion chiite, il y a eu une fatwa dans les années 70, mais globalement, ils n'y croient pas énormément. Par contre, l'alliance politique crée cette espèce d'alliance identitaire. Donc c'est bien du politique. Je ne crois pas que les Alévis, les Alaouites, par exemple, autre exemple, vous avez une assimilation de la part des Alévis turcs aux Alaouites, tendent souvent à défendre les Alaouites, alors que historiquement, leurs deux religions, ou cultures d'ailleurs, c'est pas très clair, n'ont pas grand-chose à voir. Donc vous avez la construction a posteriori d'un espace religieux chiite, entre guillemets chiite, qui n'est pas du tout quelque chose qui s'inscrit dans une histoire longue. C'est quelque chose qui a essentiellement une logique politique immédiate. Alors, dernier élément extérieur qui peut expliquer cette polarisation identitaire, c'est le rôle de l'Occident. Alors, dans ce cas-là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il s'agit d'abord d'un problème de perception. Les pays occidentaux, et là, soyons clairs, c'est les États-Unis, ont essentiellement une vision identitaire du Moyen-Orient.
D'où l'extraordinaire... quel mot employer l'extraordinaire bizarrerie de la politique américaine en 2001 en Afghanistan et en 2003 en Irak. C'est une politique qui est faite à partir d'un système conceptuel et de contraintes politico-administratives très particulières qui a pour conséquence, quand elle s'applique dans ces pays-là, de produire de véritables catastrophes. Et c'est des politiques essentiellement contradictoires, avec toujours des doubles injonctions. Bon, j'avais travaillé là-dessus dans une comparaison entre l'Irak et l'Afghanistan avec Peter Harling. On avait été très surpris de voir à quel point, dans les deux cas, dans les deux pays n'ont pas grand-chose à voir a priori, mais en Irak et en Afghanistan, les Américains étaient venus avec les mêmes perceptions. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui singularise la perception américaine et quelles conséquences politiques ça a ? Ce qui singularise la perception américaine, donc, c'est la centralité de la question identitaire, déclinée comme tribu, comme religion, comme minorité, catégorie minoritaire extrêmement importante, et ça, c'est pas simplement les Américains, pour le coup. Et l'idée, c'est que tout le système politique est forcément un produit de ces identités. C'est-à-dire que, spontanément, en dehors de ce qu'ils disent, mais quand on regarde ce qu'ils font, les Américains ont tout de suite une politique qui est spécifique aux groupes linguistiques, aux communautés religieuses, etc. Et ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où les Américains sont des occupants, leur cadre de perception transforme la réalité. C'est-à-dire que si vous pensez vraiment que, exemple, les sunnites irakiens sont des gens dangereux, vous n'allez pas avoir la même politique sécuritaire par rapport aux sunnites irakiens, et de fait, ils ont une politique beaucoup plus dure. Bon, je ne vous demande pas d'aller voir Sniper, mais ils ont une politique sécuritaire beaucoup plus dure qui a créé des enchaînements de violence. Deuxième élément, les États-Unis ont toujours eu un rapport extrêmement ambigu avec l'idée d'État dans ces pays-là. Donc on a beaucoup parlé de state building. En même temps, quand on regarde ce qu'étaient concrètement les politiques américaines, c'était des politiques très souvent de destruction de l'État. Alors, je ne parle même pas des fameuses décisions de Bremer en Irak. Je pense à des choses comme la surévaluation constante, systématique du facteur tribal. C'est-à-dire que vous avez chez les Américains un fantasme de la tribu, qui n'est pas là aussi strictement américain, mais comme c'est eux qui avaient les moyens, c'est là que ça s'est vu. Fantasme de la tribu en Afghanistan, fantasme de la tribu en Irak, et on ressuscite, on crée quasiment des acteurs qui, sans ça, seraient restés extraordinairement marginaux. En 2003, quand les Américains opèrent une répartition sectaire des postes au sein du Conseil du gouvernement, beaucoup d'Irakiens sont extrêmement surpris, un peu choqués de voir que c'est précisément une répartition sunnite, chiite, c'est ça. C'est pas une répartition politique, pas directement politique, même si effectivement ça correspond à des courants politiques, c'est une répartition sectaire. C'est-à-dire que c'est un modèle de type, si vous voulez, un petit peu libanais qui se met en place. Ça va avoir des conséquences un peu différentes. Or, rien n'indique que, à ce moment-là, c'était ce que demandait la société irakienne, rien n'indique non plus que c'était la bonne solution tactique. Si les Américains se sont totalement laissés déborder par les Iraniens en Irak, et aujourd'hui l'Irak est un pays qui, soyons clairs, appartient très largement à l'Iran, c'est aussi le résultat de ces processus, de cette focalisation sur l'identitaire. Et à l'époque, mon bon collègue Peter racontait que dans beaucoup de mosquées irakiennes, vous aviez des inscriptions non au sunnisme, non au chiisme, vive l'unité, oui à l'unité islamique. Voilà, c'est ça que vous trouviez dans beaucoup de mosquées irakiennes. Et le fait que forcément la ligne de clivage sunnite-chiite était déterminante, c'est pas tout à fait clair en 2003. Donc voilà. Alors, là où on a de la complexité, là où on a des formations sociales comme les tribus qui sont plutôt sur le déclin, les Américains vont réinjecter du local, de l'identitaire, et donc préparer le terrain, sans le vouloir, enfin c'est rien de machiavélique, hein, c'est bête, mais c'est pas très machiavélique, le terrain à ce tournant
ce tournant identitaire des conflits. Le deuxième, est-ce que quelqu'un sait depuis combien de temps je parle? C'est bon. D'accord. Tu m'interrompras, j'en suis sûr. Donc le deuxième point qui malheureusement va être un peu plus court, c'est sur les dynamiques contraires, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut stopper, qu'est-ce qui dans ces sociétés tend à stopper ou à certains moments a été contre la logique de communautarisation. Et le premier élément, peut-être un peu de méthode à souligner, c'est le rôle extraordinairement ambigu de l'islam. L'islam, c'est un discours, enfin ça peut être aussi des institutions, ça peut être beaucoup de choses, mais pour ce qui nous intéresse, c'est un discours qui est extraordinairement malléable. Et rappelez-vous qu'en mars 2011, les insurrections, les protestations pacifiques à l'époque se font souvent avec des slogans de type Allahu Akbar, etc. En même temps, c'est essentiellement une protestation, une mobilisation qui est unanimiste, pacifique. Et c'est le moment où on appelle les chrétiens, les alaouites, à se joindre au cortège, les Kurdes aussi, et il y en a effectivement dans les cortèges. Et sur la série d'entretiens qu'on a fait, il y en a beaucoup, on a fait 150 ou 200 entretiens avec des gens qui avaient participé à ces premières manifestations, on a été surpris de voir que des gens qui aujourd'hui d'ailleurs ont des discours beaucoup plus communautaristes, qui à l'époque disent effectivement il y avait une espèce d'unité, il y avait des alaouites, ça ne posait pas un problème d'être alaouite, etc. Donc vous avez ces moments d'unanimisme. Et vous avez un deuxième exemple, qui est celui de l'Afghanistan en 79, enfin, surtout en 80. Vous savez que les soviétiques ont la mauvaise idée d'envahir l'Afghanistan en décembre 79, et ils se heurtent à un mouvement extraordinairement fort, populaire, par le bas, qui est un mouvement d'unité nationale. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement communiste, avant même l'invasion et après ces choses qui sont opérées par le KGB, évidemment, vont tenter de diviser l'insurrection en jouant notamment sur la fracture sunnite-chiite, Hazara, tous les clivages majeurs de la société afghane. Et ce qui est fascinant, c'est que ça ne fonctionne pas dans les premiers temps. Donc on est dans un schéma qui est assez proche de la Syrie. Dans un premier temps, l'islam est un discours d'unité. Et en fait, l'islam est quelque chose de totalement métapolitique. L'islam, c'est le nationalisme afghan, c'est le refus de l'étranger, c'est la défense des valeurs, tout ce que vous voulez, tout le monde mettant à peu près ce qu'il veut dans les valeurs. Et donc, il n'y a pas du tout c'est pas cet islam-là, qui est l'islam polarisant, sectaire, qui divise, qui exclut, qui est l'autre aspect de l'islam. Et cet islam-là, c'est l'autre versant, mais ça, on en parlera peut-être plus tout à l'heure quand on parlera de l'État islamique. Donc, j'avais une très belle citation d'un communiste rencontré en Syrie qui nous disait « Je suis communiste, mais en Syrie, seul Dieu est avec nous ». Parce qu'on lui demandait pourquoi il criait Allahu Akbar dans les manifestations en étant communiste. Alors il disait « Allahu Akbar, c'est pas vraiment religieux, c'est quelque chose, c'est très culturel, c'est très englobant, c'est très ouvert, et donc ça ne me posait pas de problème. D'ailleurs, des chrétiens le disaient aussi, enfin bon, chose d'assez... Voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, ils ne disent pas la même chose et la situation a beaucoup changé. Mais il faut voir qu'il y a un problème de lecture. Alors j'en profite pour faire une toute petite parenthèse. Il y a un problème de lecture des signes. Nous, ce qui nous avait frappé en Syrie, notamment le premier voyage, donc décembre-janvier 12-13, c'était le décalage entre les signes, l'esthétique djihadiste, parfois... vous savez, le mixte entre Rambo et les habits soi-disant traditionnels afghans, enfin vous voyez ce mix, la grande barbe, le bandeau à la, enfin tous ces trucs-là, et des discours qui étaient hyper modérés, alors que d'autres qui étaient par contre super radicaux étaient habillés à peu près comme moi, enfin pas ici, mais là-bas. Donc finalement, on est de façon assez neutre. Donc attention à la lecture des signes. Et dans les phases de début de conflit, la lecture des signes, la lecture des noms, des mouvements aussi, est quelque chose d'extrêmement compliqué, souvent très ambigu. On trouvait en Syrie des gens qui avaient des t-shirts de Che Guevara.
et aussi des barbes, on ne sait pas si elles étaient castristes ou islamistes, mais en même temps d'autres signes qui laissaient penser que c'était des djihadistes. Donc vous voyez, tout ça est très complexe. Hein. Et c'est que progressivement, qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de doute, quand vous voyez quelqu'un habillé comme un djihadiste radical, il est djihadiste radical. C'est pour ça qu'on ne fait plus de terrain en Syrie. Mais dans un premier temps, ça a été beaucoup plus ambigu et beaucoup plus complexe. Alors, au-delà de ces phases unanimistes, on a aussi des mouvements qui ont tenté en tout cas de se poser comme étant des garants de l'unité nationale, de dépasser les logiques nationales. Alors dans le cas de l'ASL, l'armée syrienne libre, ça n'a pas fonctionné, ils n'ont pas été suffisamment organisés, ils n'ont pas su résister à la pression. Par contre, dans le cas des talibans en Afghanistan, ça va nous faire une occasion de dire du bien des talibans, bon, c'était un peu une plaisanterie, donc je sens que l'ambiance est un peu tendue. Donc, dans le cas des talibans afghans, on a une vraie réflexion sur l'ethnicité. Non seulement sur l'ethnicité, mais sur les différences sectaires aussi. Et l'analyse de la direction des talibans, il se peut que ce soit d'ailleurs la direction des services pakistanais, on ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, la direction des talibans a été toujours, mais depuis très longtemps, dans une logique d'ouverture ethnique. C'est-à-dire que tous les analystes qui étaient malheureusement majoritaires, qui ont présenté le mouvement taliban comme un mouvement ethno-nationaliste pachtoun, ont raté. Alors bon, d'abord, ils ont eu tort, ce qui n'est pas très grave, mais surtout, ils ont fait des recommandations politiques qui étaient complètement fausses. Et ce qu'ils n'ont pas vu arriver, c'est la pénétration des talibans dans les ethnies non pachtoun, hein, concrètement dans le nord. Hein. L'apparition en 2007-2008 des premiers groupes significatifs de talibans ouzbeks, hein. Ensuite vous avez eu toute la déclinaison, mais disons que les talibans ouzbeks ont été le moment clé. Et qu'est-ce que ça a eu pour conséquence stratégique ? Ça veut dire que tout le dispositif de sécurité occidentale était centré sur la ceinture pachtoun, sur les populations pachtoun, parce qu'on pensait que les talibans c'était les pachtoun. Et tout d'un coup on s'est retrouvé pris à contre-pied, et on s'est retrouvé avec des mouvements talibans extrêmement significatifs dans le nord de l'Afghanistan. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de dispositif de sécurité. Enfin, si, il y avait les Allemands, mais, comment dire gentiment, ça ne suffisait probablement pas. Voilà. Donc, vous avez une mauvaise lecture qui a des implications stratégiques majeures. Hein ? Quand on explique, même en 2009, que oui, il y a un débordement de l'insurrection au nord, oui, c'est une insurrection nationale, oui, ils ont un projet national, on se heurte très souvent à une fin de non-recevoir à Washington. C'était les années où je travaillais dans un think tank, alors que je pense que c'était central dans la réponse à apporter aux talibans. Mais bon, passons. Donc, c'est un mouvement national et nationaliste, même si le centre de gravité se trouve de fait chez les Pashtuns, ce qui n'est pas totalement improbable, puisqu'effectivement, ils représentent autour de 40% de la population. Et donc, on a ici un mouvement qui s'oppose au passage au communautarisme. Deuxième exemple, et complètement à un autre niveau, c'est les arrangements locaux. C'est-à-dire que ce qui me surprend, moi, dans ce qui se passe en Syrie, en Irak et en Afghanistan aujourd'hui, c'est pas tant qu'il y ait une ethnicisation, une sectarianisation du conflit, c'est plutôt que ça ne soit pas allé si vite. C'est-à-dire que vous avez, dans la structure sociale, une extraordinaire capacité à faire des accords locaux. Alors, ce n'est pas toujours vrai. On prendra l'exemple des Yézidis, tout à l'heure on verra que ce n'est pas vrai, mais c'est très souvent le cas. Exemple concret, le gouvernement de Bachar arme des villages chrétiens en leur disant « vous allez vous faire massacrer par les islamistes du Jabhat al-Nusra ». Ce qui n'est pas forcément faux. Que font ces villages chrétiens ? Ils prennent les armes et de facto ils s'autonomisent. Bon, nous, on n'attaque personne. Maintenant, vous ne venez pas nous embêter, mais s'il y a des groupes de l'ASL qui passent, pourquoi pas ? Donc vous voyez que là, concrètement, on a un exemple, et on pourrait en prendre énormément, où il y a des accords, des gens qui se connaissent, et il y a une flexibilité des identités que la situation de crise n'a pas totalement effacée. Ça tient aussi au fait que les gens bougent, que les gens ont des identités multiples, complexes. Hein.
Vous avez des mariages dits mixtes. Alors, il n'y en a pas beaucoup en Syrie. Enfin, en tout cas, entre alaouites et sunnites, il n'y en a pas beaucoup. Mais dans d'autres situations, il y en a plus. Du côté des Kurdes, notamment. Kurdes, turcomans, etc. Et donc, vous avez une certaine flexibilité des identités. Alors, tout dépend du contexte. Il y a des fois où on force les gens à prendre clairement parti. Mais il y a une résistance par le bas à la communautarisation. Ce qui est finalement un peu le contraire de ce qu'on nous explique très souvent sur le Moyen-Orient. On a l'impression qu'il s'agit d'une espèce de conflit qui attend de s'exprimer et qu'il faut des États très forts pour verrouiller les conflits. Le Moyen-Orient, c'est le contraire. Il faut pousser les gens beaucoup. C'est comme du bois mouillé qui refuse de brûler, si vous voulez. Il faut vraiment mettre de l'essence pour que ça brûle. Alors, une fois que vous avez vraiment mis de l'essence, les gens n'ont plus le choix, ils ont le dos au mur, et là, ça devient très meurtrier. Alors, dernier élément, c'est la formation de territoires multiples dans ces pays en guerre. C'est moins vrai pour l'Afghanistan, mais c'est en train de le devenir. De territoires avec chacun une logique politique spécifique, une hiérarchie identitaire spécifique. Et on va prendre quelques exemples, essentiellement deux. Le PKK. Le PKK contrôle maintenant les trois enclaves kurdes du nord de la Syrie. Alors, ils contrôlent ces enclaves parce qu'ils ont fait un accord avec le gouvernement de Bagdad, donc de Damas. Alors, ils auraient pu aussi faire avec Bagdad s'il avait fallu, mais là, ils se sont arrêtés à Damas. Donc, prise de ces territoires et donc installation d'un système de domination particulier qui est celui du PKK où la citoyenneté de fait est liée à la kurdicité, au fait d'être kurde, et volonté donc de regrouper les Kurdes dans ces territoires. Alors en même temps, vous avez là quelque chose qui est tout à fait particulier, puisque le système politique repose notamment sur le culte de la personnalité de Öcalan. Et Öcalan, pour les Kurdes syriens, ce n'est pas historiquement une personnalité très centrale, ni forcément très aimée. Notamment parce que le PKK a toujours, enfin en tout cas dans les années 90 jusqu'en 99-18, avait fonctionné comme police locale du régime de Damas contre les Kurdes. Donc vous voyez que imposition d'un système identitaire très fort. C'est kurde, uniquement kurde, et quelque part, les Syriens qui se trouvent être kurdes se trouvent dépossédés de leur participation politique au système syrien en général. La deuxième logique qui est beaucoup plus violente, c'est celle de l'État islamique. Alors l'État islamique, c'est un État qui n'est pas fondé clairement sur une revendication territoriale, à la différence du PKK, qui est aussi un mouvement transnational, mais qui, lui, a des revendications beaucoup plus précises. L'État islamique revendique globalement tous les territoires où il y a des sunnites. D'où les allégeances, ça fonctionne plutôt sur un système d'allégeance que de territoire à proprement parler. Et la constitution de ce territoire, d'une nature un peu spéciale, repose sur l'élimination des populations halogènes. Alors, quel type d'élimination ? Essentiellement, si ça vous intéresse, il faut aller voir le magazine que vous trouvez en ligne assez facilement, le magazine de l'État islamique, d'Abik, et passer par des sites de... Alors, le plus simple, je pense, c'est de passer par des sites qui font du contre-terrorisme. De toute façon, vous allez retrouver sur la liste de la NSA, mais c'est peut-être mieux de passer par là que de chercher directement à aller sur les sites de l'État islamique. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez donc dans la logique de fonctionnement une élimination de toutes les communautés qui sont considérées comme polythéistes, associationnistes, c'est-à-dire qui ne sont pas considérées comme monothéistes. Et des gens du livre, ne sont pas considérés comme gens du livre. Et autant qu'on puisse le savoir, les chiites et les alaouites sont systématiquement exécutés. Vous avez même, ce qui est tout à fait intéressant, des mises en scène où on accentue la violence
des exécutions, des égorgements, etc. Donc il y a clairement une volonté d'extermination. Alors, l'État islamique n'aura jamais les moyens de procéder à un génocide, on ne chose pas, mais dans l'esprit, c'est quelque chose comme ça. Les Yézidis, donc une population du nord de l'Irak, du côté de Sinjar, donc pas très très loin en fait de Mossoul, pas très loin d'Erbil non plus. Les populations du Sinjar, les populations yézidis, ont elles été considérées comme des populations qui avaient le choix entre l'exécution ou la conversion. Et en se basant sur une très vieille jurisprudence islamique des temps de conquête, les femmes ont été réparties comme butin. Et donc vous avez encore aujourd'hui à peu près 3000 femmes yézidis qui ont été mises en esclavage au sens strict juridiquement, mises en esclavage, vendues, publiquement vendues, et réparties donc, selon les règles de partage du butin. Je crois que c'est les 4/5e pour les combattants et 20%, enfin le reste, pour l'État islamique lui-même en tant que tel. Donc vous avez en ce moment, vous avez des yézidis qui tentent de racheter les femmes de la communauté. Ça se fait tout doucement, mais pour le moment, enfin là en tout cas, d'après ce qu'on nous a dit il y a 3 semaines, ils en avaient racheté 300-400 sur 3000, donc un peu plus de 10%. Et progressivement, ils essayent de racheter donc ces femmes qui ont été enlevées. Les chrétiens, en théorie, ont un statut de protégé, c'est-à-dire qu'ils payent un impôt spécial. En pratique, la réalité est plus complexe. À Raqqa, qui est la base de l'État islamique, il y a une seule des 3 églises qui reste ouverte. Le mouvement a transformé l'église arménienne, par exemple, en centre de prédication. Celle de Deir ez-Zor l'église a été détruite aussi. Et vous avez eu des conversions forcées de chrétiens. Disons que vous avez en théorie une possibilité de rester sous le contrôle de l'État islamique quand vous êtes chrétien. En pratique, vous partez. Et si vous partez, votre maison est confisquée. Donc vous avez la lettre N qui est écrite en rouge sur les bâtiments et tout est confisqué. Ce qui est plus surprenant, c'est que vous avez aussi eu des cas de nettoyage ethnique contre les Kurdes, même si en pratique, il y a des Kurdes qui combattent au sein de l'État islamique. Dans certains endroits, et ça ramène à des considérations tactiques, tenir le terrain, vous avez eu des nettoyages de Kurdes, de villages kurdes qui étaient considérés comme peu sûrs parce que susceptibles de se retourner, de travailler pour les peshmerga. Mais globalement, l'élimination des minoritaires est prioritaire. Alors on pourrait considérer que l'État islamique, finalement, c'est des monstres absolus, ce qui est d'un point de vue soutenable, mais ce qui est beaucoup plus troublant, c'est que l'État islamique ne fait que reprendre, finalement, une logique de nettoyage ethnique et d'ingénierie démographique, si on ne veut pas parler de nettoyage ethnique, qui est consubstantielle au régime bassiste, enfin au régime en tout cas de Saddam Hussein, et même aux pratiques de tous les acteurs actuels. Et c'est là que, très rapidement, je voudrais dire que l'État islamique n'est que le moment extrême d'un processus qui est en train de transformer tous ces pays. Alors, prenons quelques exemples. D'abord, quand les Peshmerga, donc les forces kurdes, ont avancé militairement, là, ces derniers mois, contre l'État islamique, il y a eu effectivement du nettoyage ethnique contre les populations arabes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de massacre. Par contre, il y a eu une expulsion des Arabes sunnites considérés comme non fiables. On n'avait pas envie qu'ils soient une espèce de 5e colonne, donc on les élimine. Enfin, on les force à partir. Beaucoup plus grave, c'est ce qui se passe dans le sud de l'Irak, enfin plus au sud en Irak, c'est la situation à Bagdad et autour de Bagdad. Bagdad était une ville où vous aviez un rapport sunnite-chiite, peut-être pas totalement équilibré, mais en tout cas, les sunnites représentaient une majorité importante. Aujourd'hui, la ville est très très majoritairement chiite. Et ça n'est pas un hasard, c'est une politique délibérée. Et vous avez donc une chiitisation systématique, une barrière chiite, si vous voulez, au nord de la capitale,
pour des raisons stratégiques. Et globalement, vous avez effectivement une situation, et c'est notamment ça qui explique que l'État islamique a été bloqué quand ils sont arrivés du côté de Bagdad, parce qu'ils avaient, à un moment donné, ça avance plus aussi, parce qu'il n'y a plus de population sunnite, il n'y a plus que des chiites, donc il faut nettoyer ou massacrer, donc c'est plus long, il n'y a pas d'accord politique, il n'y a pas de ralliement possible, et on est donc dans un système où tous les acteurs tendent à jouer sur la démographie, à faire bouger des populations, ce qu'ont fait les Kurdes à Kirkouk, par exemple. Alors, les Kurdes peuvent expliquer qu'effectivement, ils ne font que rétablir un équilibre antérieur qui était celui d'avant les opérations de Saddam Hussein, qui lui avait cherché à arabiser la région de Kirkouk, qui est une région pétrolière importante. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a des jeux de manipulation démographique partout en Irak. La Syrie, la situation est plus complexe. Ce qu'on a plutôt en Syrie, c'est l'élimination des minoritaires de toutes les zones insurgées. Chrétiens, alaouites, bon, alaouites, ça c'est... Je pense qu'un alaouite ne survivrait pas très longtemps en zone insurgée. Chrétiens, très largement, pour des pressions économiques, une marginalisation sociale, bon, c'est compliqué, mais en tout cas, maintenant, il n'y en a pratiquement plus. Et donc, vous avez une homogénéisation des zones de l'insurrection qui deviennent des zones essentiellement sunnites. Donc, vous voyez que l'inquiétant ici, ce n'est pas uniquement le fait que l'État islamique est dans une logique de purification communautaire, c'est que tous les acteurs sont dans cette logique-là. Et donc, il y a une homogénéisation qui est en train de se produire. En Afghanistan, la situation est loin d'être aussi dramatique. En Afghanistan, ce qu'on a, c'est l'apparition dans les grandes villes de quartiers ethniquement homogènes. Et ça, c'est quelque chose de neuf. C'est-à-dire que, notamment à Mazar-e-Sharif, la grande ville du Nord, à Kaboul, vous avez des quartiers, à cause de l'afflux de population, de l'exode rural, des quartiers énormes, chiites, qui se sont constitués et qui sont relativement fermés. Vous avez ensuite des quartiers pashtuns, des quartiers tadjiks, et tout ça devient des villes énormes. N'oubliez pas que Kaboul, c'est 4 millions d'habitants, peut-être 5, mais enfin bon, disons 4, donc c'est énorme, c'est une des villes qui croît le plus vite au monde. Des populations qui ne sont pas véritablement urbanisées, c'est des ruraux qui vivent en ville, et des populations qui se regroupent pour des raisons complexes de sécurité, de deal économique, etc., par affinité ethnique et religieuse. Donc on a là, en fait, en Afghanistan, potentiellement, je dirais que c'est plus dans les villes que c'est inquiétant, plus que dans les campagnes, tout pour qu'on ait, en cas de crise politique majeure, des affrontements qui pourraient être très nettement à tonalité ethnique. Donc, en conclusion, j'aimerais d'abord dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est c'est la fin de l'Orient. C'est la fin de l'Orient mystérieux, c'est la fin de l'Orient multicommunautaire, tout ça c'est terminé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des logiques d'homogénéisation. Tout ce qui pour nous, dans notre imaginaire, constitue l'Orient, tout ça c'est terminé. Le génocide arménien, c'était il y a un siècle. On peut dire que la logique qui se met en place avec le génocide arménien à la fin de l'Empire ottoman est en train d'aboutir aujourd'hui. Alors, il restera le Liban, à savoir si le Liban va fonctionner, mais je ne pense pas que le Liban, dans l'avenir prévisible, va fonctionner véritablement sur un accord politique égalitaire. Alors, on a quand même l'impression que Hezbollah, plus armée libanaise, qui est quand même bien chiitisée aussi, contrôleront le jeu politique. Donc, globalement, on est sur ces logiques d'homogénéisation. La Turquie donne un exemple intéressant. Élimination des minoritaires, ou très largement des minoritaires non musulmans. Homogénéisation aussi des zones kurdes. Aujourd'hui, en Turquie, de plus en plus, vous avez des régions kurdes qui sont de plus en plus kurdes, avec des problèmes politiques que ça pourrait poser un jour ou l'autre. Et la revendication de fédération, notamment, s'appuie sur cette extraordinaire homogénéité croissante des régions kurdes. Vous avez en Irak, là aussi, de manière accélérée, un processus de
transformation de la démographie dont je crois qu'on n'a pas idée de la violence. Pour vous donner un exemple, le HCR estime aujourd'hui qu'il y a 1 million de réfugiés dans les zones kurdes, mais véritablement kurdes, pas dans les zones contestées comme Kirkouk, mais véritablement dans les zones kurdes, 1 million de réfugiés qui sont partis des régions aujourd'hui tenues par l'État islamique. Donc c'est pas du tout marginal. Et probablement, on a entre 500 000 et 1 million de réfugiés dans les zones contestées, c'est-à-dire qui sont tenues par les Peshmerga, mais pas officiellement partie du Kurdistan. Donc on est là, alors je ne parle même pas des chiffres des réfugiés déplacés syriens, mais on est là dans une transformation démographique absolument extraordinaire. Donc c'est pour ça que je crois que c'est logique de parler de fin de l'Orient. Fin de l'Orient, ça ne veut pas dire que quand vous avez purgé, éliminé, massacré, vous allez vous retrouver forcément devant des systèmes politiques plus faciles à contrôler. L'homogénéification territoriale pose aussi un problème, c'est que ça rend plus difficile la formation d'un deal au niveau central, d'un accord politique au niveau central. Finalement, quand toutes les populations sont un peu mélangées, personne n'a intérêt à une situation de rupture. Aujourd'hui, l'avenir paisible de l'Irak, c'est des zones sunnites, chiites, kurdes, dont les frontières sont des frontières militaires. Sachant que l'État islamique finira probablement par perdre, auquel cas la population sunnite sera une population sous occupation militaire. Donc voilà, donc est-ce que ça favorise un accord politique à Bagdad, quelque chose d'ouvert, consensuel, bon, on ne parle pas de la Suisse, mais relativement paisible? La réponse est très nettement non. En ce sens, la situation est un peu différente en Syrie, où la très forte majorité sunnite fait qu'il existe potentiellement une domination politique, mais qui passe là, clairement, par l'élimination ou la marginalisation sociale absolue des autres communautés. Donc ça, c'est un peu la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est pour dire que, assez systématiquement, les interventions occidentales ont été à contre-temps, décalées, et qu'elles se traduisent soit par une aggravation du communautarisme, ce qu'on a vu Afghanistan, Irak, soit une inefficacité et la difficulté à trouver des alliés locaux. Ce qui est très surprenant quand vous regardez les crises, enfin très surprenant. En tout cas, ce qui est clair quand vous regardez les crises syriennes et irakiennes, c'est la difficulté pour les États-Unis, pour les Occidentaux en général, de trouver des partenaires avec qui travailler. Soit dans le cas de la Syrie, parce qu'on n'a pas jugé utile de les construire, ces partenaires, il fallait les construire. Et ça, on a décidé que ça ne valait pas le coup. Ou c'est une non-décision. On s'est dit, oulala, si on fait quelque chose, on va être dans un engrenage, donc on n'a rien fait. Et donc on est obligé aujourd'hui d'y aller parce que la crise a atteint un point de débordement tel que de toute façon on est obligé d'y aller. Pas au sol, mais on est obligé de s'impliquer beaucoup plus. Et puis vous avez donc la situation irakienne où en fait les Américains ont travaillé pour la plus grande gloire de l'Iran essentiellement. L'Afghanistan étant un cas intermédiaire où, sans avoir à proprement parler d'alliés fiables, les États-Unis ont une position encore dominante parce que l'arrêt de l'aide américaine en Afghanistan suppose la chute immédiate du régime aujourd'hui en place à Kaboul. Et ça, évidemment, c'est une expérience purement mentale, mais à un moment que je suis ce dossier, mon analyse, c'est qu'effectivement, si les Américains s'arrêtent de faire des interventions aériennes et retirent ce qui reste de troupes, je pense qu'en 6 mois, 1 an, les talibans sont à Kaboul. Donc c'est simplement le fait que les Américains sont encore un élément central dans l'équilibre stratégique qui leur donne ce poids politique, qui est un poids politique extrêmement limité. Donc ce sera ma conclusion. On est dans une phase de reconfiguration. Certains pays résistent à la communautarisation plutôt pas mal, notamment l'Afghanistan. On peut espérer même qu'il va y avoir un accord politique. D'autres pays sont encore au milieu du chemin, Syrie, Irak. Et là, très honnêtement, le pire est à craindre pour les 5 à 10 ans qui viennent.
Voilà, je vous remercie.